Donc parlons un petit peu des produits dérivés de la pop culture et surtout des figurines, des action figures. Alors sûrement, si on vous pose la question, votre première réaction quand on va vous demander quelle est la première saga cinématographique ou le premier gros univers à être déployé en figurines et de la pop culture, vous allez immanquablement me dire, j'en suis certain, Star Wars. Eh ben non, parce que avant Star Wars, il y eut la planète des singes. C'est la planète des singes qui le premier a eu des produits dérivés nombreux et variés, des poubelles, des jouets machin, tout ce que tu veux, des disques, voilà, que sais-je encore. Alors bien sûr, il y a aussi des histoires franco-belges qui ont eu des petites figurines ou des petits trucs, les Tintins, les Astérix, tous ces trucs-là. Bon, enfin, c'est pas trop le propos, mais bon, il y a eu une vie avant Star Wars, hein, de toute façon, quel que soit le média dont on parle, et donc les jouets y compris. Et donc les premières figurines à avoir vu le jour sont donc des figurines de la planète des singes. Alors, la planète des singes, au départ, c'est un roman français de Pierre Boulle qui a été adapté par les Américains. On notera surtout l'apport de Rod Serling, Monsieur Quatrième Dimension, qui a fait la chute du premier film. Donc je ne vais pas vous en parler si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, je ne sais pas ce que vous faites là, mais il faut vite aller voir ce film. Voilà. Et donc il y a eu 5 films, il y a eu une série télé, il y a eu bien sûr des comic books qui sont aussi des gros produits dérivés parce que souvent les films on les adaptait en roman. On les adaptait en comic book et donc après on a fait des jouets et on a fait aussi des comic books pour vendre des jouets. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc premier pop culture à faire des figurines, la planète des singes. Alors la planète des singes a été dérivée en petites poupées. Et les petites poupées qu'il y avait à l'époque, c'était des poupées de l'entreprise Migo. Donc Mego en français, hein, comme les clopes. Hein. Et donc cette entreprise a fait plein de petites poupées et leur particularité, ça va être très important aussi chez d'autres éditeurs de jouets, c'est de faire beaucoup de récupération en fait. Ils avaient un corps standard qu'ils pouvaient réutiliser pour faire plusieurs persos issus d'univers différents. Alors bien sûr, on modifiait les têtes parce qu'on va pas faire la tête d'un monstre de la planète des singes comme la tête de Superman par exemple, ça c'est sûr. Donc on changeait la tête, on changeait les mains, mais en général tout le reste du corps, on le gardait identique. Ça permettait de faire des trucs moins chers. Donc Migo a fait énormément de figurines. Leur plus gros succès à l'époque, c'était de faire justement du super-héros. On mélangeait d'ailleurs Marvel et DC. Le monde des super-héros chez Migo, c'était un gros crossover. Donc il y avait de tout. Mais par contre, Migo a fait une grosse erreur. Ça a été de refuser la licence Star Wars, parce que nous y arrivons. Donc en 1977, quand George Lucas crée Star Wars, on ne s'attend pas du tout au raz-de-marée que ça va être. Ça va être un très gros succès. Par contre, Lucas étant un grand fan de figurines, d'entrée de jeu, il va penser à faire des figurines pour ses films. Et donc il va démarcher forcément différents éditeurs, différentes grosses boîtes, les Hasbro, les Mattel ou que sais-je encore, et Migo, et va proposer, bon voilà, je fais un petit film, est-ce que ça vous dirait de faire des figurines qui adapteraient les personnages de ces séries-là, et de ce film-là. Et Migo, mais c'est pas les seuls, mais c'est eux qui vont le regretter le plus, on va dire, refusent la licence Star Wars. Non, mais c'est bon, on n'y croit pas trop, voilà. Alors oui, on a fait la planète des singes, on a fait les super-héros, ça marche bien, mais ton petit truc là, franchement, ça marchera jamais. On connaît la formule. Et donc, Migo a tellement regretté de ne pas prendre la guerre des étoiles que suite au succès donc, des figurines de la guerre des étoiles, ils vont se mettre à adapter tous les personnages possibles et inimaginables de la science-fiction. Donc du coup, il va y avoir du Migo sur du Buck Rogers, sur du Flash Gordon, quoi que ça, ils en avaient déjà fait un petit peu avant, sur Superman, sur James Bond. Enfin, ils vont vraiment tout faire parce qu'on n'a pas eu Star Wars, mais on va faire tout le reste. Ils avaient même fait le Trou Noir de Walt Disney, donc qui n'a pas été un gros succès loin s'en faut. Et donc ils ont regretté parce que du coup, à terme, ça les a coulés Migo de ne pas avoir la licence Star Wars, ça les a carrément coulé, ça a carrément coulé la boîte. Alors Migo, c'est quand même, alors il n'y a pas que chez Migo les grandes poupées dont je vous parlais avec les costumes et les corps recyclables. Il y a aussi bien sûr ce que Star Wars a imposé comme étant la norme, à savoir les petites figurines comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Star Wars, les poupées les action figures, hein, parce que si on disait poupées, c'est un peu trop pour les filles. Pour les garçons, même les G.I. Joe, hein, c'était des grands formats comme les Action Man de maintenant, les Big Jim, tout ça. Et donc, ils n'avaient pas l'habitude de faire des petites figurines de cette taille-là. Donc, c'est Lucas avec Star Wars qui, le premier, a décidé de faire des petites figurines de cette taille
Et pourquoi? Tout simplement pour pouvoir faire des vaisseaux à l'échelle. Enfin à l'échelle, c'est un bien grand mot. Mais enfin en tout cas pour pouvoir mettre ces petites figurines dans des vaisseaux de taille raisonnable. Parce que sinon si tu faisais les grosses machines pour des Big Jim ou des trucs comme ça, tu te retrouvais avec des machins qui faisaient je sais pas combien de centimètres. Un truc de fou. Puis bien sûr ça se répercutait sur le prix aussi. Il y a un problème économique. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque les Star Wars quand elles sont sorties sur ce format là, ça coûtait un peu moins de 20 francs. Donc un peu moins de 3 euros la figurine, ça laisse rêveur quand on voit les prix actuels. Et donc voilà, donc Star Wars donc, a coulé Migo, a imposé cette taille pour les action figures, puisque du coup les G.I. Joe qu'on a fait par la suite, qui sont là pour le coup les G.I. Joe que vous connaissez en dessin animé, vont adopter aussi ce format là. Donc toujours pareil pour pouvoir faire des avions ou des QG ou des bases spatiales ou des navettes ou que sais-je, des porte-avions, parce que le porte-avions c'est le plus gros porte-avions, le porte-avions G.I. Joe de l'histoire du jouet à l'époque, avec le château d'Eternia pour les maîtres de l'univers, c'était des gros trucs, je vous en reparlerai aussi. Et donc Star Wars a imposé ça. C'est ce nouveau format pour les figurines. Donc ce que je vous montre là actuellement, ce sont des figurines de Funko, Superset, de réaction, qui en fait font des figurines littéralement comme à l'époque, comme dans les années 80, donc avec le format des années 80, mais aussi avec la technique de moule des années 80. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des figurines qui sont pas très belles, qui sont assez moches, mais c'est pour rester dans le jus des années 80. Et donc ils en ont profité, comme Migo à l'époque, quand ils n'ont pas eu Star Wars, ils ont voulu faire de tout, et ben Réaction c'est pareil, ils ont fait les figurines qu'on n'a pas eu à l'époque. Par exemple, il n'y a pas eu de petites figurines de Retour vers le futur, et ben Réaction en a fait. Voilà, et plein de films comme ça, il y a du Karate Kid, il y a des films d'horreur, il y a de tout. Et donc, vous voyez, c'est un effet revival qui revient maintenant, c'est de refaire des figurines comme à l'époque. Donc, notre premier truc, c'est les figurines Star Wars avec ce standard. Et là, nous arrivons à une autre grande gamme de jouets très importante, les maîtres de l'univers. Alors là, c'est important sur plein de points. Déjà parce qu'il y a une loi qui va être abrogée dans les années 80 qui interdisait de faire de la publicité directe pour vendre une figurine. Donc tu avais interdiction de faire de la pub pour faire des jouets directement. Et donc fort de la disparition de cette interdiction, Mattel va faire un dessin animé. Et littéralement, le dessin animé de l'univers, c'est une publicité de 20 minutes chaque semaine pour vendre des jouets. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri de l'accident. En faisant des scénarios, en essayant de faire un petit peu quelque chose d'intéressant, il y a des gens pas mal qui ont bossé dessus. Il y a Jean-Michel Straczynski, par exemple, qui plus tard fera l'excellentissime série de science-fiction Babylon 5, que je vous invite à découvrir parce que c'est juste la meilleure série de tous les temps pour moi. J'espère pour vous quand vous l'aurez découverte, qui malheureusement a été très mal diffusée en France, c'est pour ça qu'elle n'est pas très connue. Donc allez voir Babylon 5. Et donc Jean-Michel Straczynski par exemple, il a commencé à bosser sur des trucs de Filmation. Pareil Paul Dini qui a fait Batman Animated Series, il a bossé d'abord sur des trucs de Filmation, Black Star par exemple. Donc en fait pas mal de gens qui ont fait des bons scénarios, aussi de scénarios de comic book aussi, ont bossé sur ces publicités. Parce que c'était dans le regard de Mattel juste une pub de 20 minutes toutes les semaines pour vendre des jouets. Ils ont bossé sur des publicités et ont fait des séries qui sont maintenant cultes pour nous. Donc voilà. Et donc, je parlais tout à l'heure pour Migo de la récupération des corps pour faire des économies. Et là, on est en plein dedans avec les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers, c'est pareil. La plupart des personnages ont le même corps, littéralement. C'est juste d'une autre couleur. Et puis, on recycle aussi les accessoires. Par exemple, Kringer, le célèbre tigre de combat de Musclor, n'est autre qu'un tigre du Bengale issu de la gamme Big Jim qui a été repeint. Tout simplement, et quand vous trouvez ça en brocante, si vous en trouvez, vous verrez que c'est littéralement la même chose. Bon, pareil pour Pantor, bien sûr, le tigre de Skeletor. Là, on a ajouté du flocage pour faire un effet de mousse et machin, mais c'est pareil, c'est du recyclage. Et pareil pour les playsets. Donc qu'est-ce que j'appelle les playsets pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Un playset en fait c'est quand on fait une base ou un vaisseau spatial, enfin plutôt une base en l'occurrence, pour des personnages. Donc par exemple le château des ombres de Musclor, c'est un playset. Et ben tu as par exemple le truc qui s'appelle le piège infernal, si je dis pas de bêtises. Alors le piège infernal c'est une espèce de cuve avec une main ou une tête de mort et par laquelle tu fais glisser en fait du slime, de l'ectoplasme, vous savez les trucs qu'il y a dans SOS Fantôme là, donc ces espèces de trucs gluants qu'on peut fabriquer soi-même. Et donc ce truc là ça a été recyclé
Ça a été utilisé pour les maîtres de l'univers. Et plus récemment, on a la même chose avec Harry Potter. Tu peux mettre aussi tes figurines Harry Potter dans un truc qui est pas exactement le même, mais le principe est le même, où tu fais aussi dégouliner du slime sur la tête d'Harry Potter. Ils en ont fait aussi sur plein d'autres personnages. Donc comme ça, tu peux avoir plein de playsets qui sont en fait très inspirés les uns des autres, parce qu'on recycle beaucoup chez Mattel. Donc tu vois, un truc qu'on a peut-être qu'ils ont copié chez Mego, ou peut-être que c'est simplement une confluence d'idées identiques, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que Mattel utilise beaucoup donc le recyclage. Alors le recyclage, on y est aussi à la base des maîtres de l'univers, parce que la base des maîtres de l'univers, c'est de faire une gamme de jouets sur Conan le barbare. À la base, c'était l'idée de Mattel. On dit ouais, ça marche bien, l'Heroic Fantasy, on va essayer de faire un truc un petit peu comme ça. Donc on va s'amuser à faire Conan le barbare. Ça a déjà un petit peu un noyau de fans qui aiment ça, donc allons-y. Et ils se sont dit, Conan n'a peut-être pas assez d'entourage autour de lui, donc on va lui donner un adjoint, un blond barbare aussi, pour être un petit peu son second, son sidekick, comme on dit, tu sais, un peu comme le Robin avec Batman. Et puis voilà, on va faire ça. Donc, ils font des tests auprès des gamins. Alors ça, c'est un truc, si quelqu'un connaît comment ça marche, comment ça fonctionne, les tests auprès des enfants pour les figurines, je suis très curieux de voir ça. Parce qu'il y a tellement de légendes qui tournent autour de ça, comme quoi les gamins ont aimé ci ou n'ont pas aimé ça, et parfois tu te dis, c'est bizarre. Toujours est-il, bon, il y a eu un test, et apparemment, les gamins ont préféré le barbare blond à Conan. Donc du coup, l'idée germe dans l'esprit de Mattel. Pourquoi payer la licence Conan le barbare alors qu'on peut faire notre propre héros avec notre barbare blond qui apparemment plaît bien, alors allons-y. Donc du coup, ils se sont dit, ok, laisse tomber Conan, on va faire les maîtres de l'univers, ça sera notre truc à nous, on va faire que des personnages qu'on a créés nous-mêmes. On sent bien sûr l'influence quand même de pas mal de personnages. Par exemple, quand tu vois Dantos, Trapjaw avec chez Dan Massa, t'as un comic qui s'appelle Iron Joe. Et qui a le même principe, c'est un barbare à la Conan, tiens c'est bizarre, qui a des dents comme Dantos. Donc voilà, qui copie sur qui, machin, il y a des influences, de toute façon dans la pop culture il y a toujours des influences parce que personne n'arrive vierge comme ça en n'ayant rien vu avant. Donc tu as forcément des influences plus ou moins inconscientes. Mais il y en a, franchement, tu sais qu'elles sont conscientes parce que quand tu vois le résultat, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc on fait les maîtres de l'univers. Donc pour vendre les maîtres de l'univers, c'est toujours pareil parce que la loi n'est pas encore abrogée, donc celle qui permet donc de faire des publicités avec des dessins animés pour vendre des jouets. Dans un premier temps, donc Mattel va faire des petites bandes dessinées, des petites histoires qui vont inclure dans le blister de la figurine. Donc ça, c'est aussi Mattel qui a inventé ce principe-là de rajouter une petite publicité, une petite histoire à l'intérieur des boîtes, des blisters, pour pouvoir aider l'enfant à imaginer le monde dans lequel se situe l'action, pour mettre un peu un background, une bible en quelque sorte des personnages. Donc dans un premier temps, on a plutôt des livres d'histoire, c'est-à-dire qu'on a des grosses illustrations avec du texte en dessous. Et très vite, ça va être remplacé par des vraies bandes dessinées. Encore une fois, œuvrées par pas mal de gens issus des comic books et compagnie, donc de gens très connus par la suite, qui font d'autres choses. Et c'était une vraie valeur ajoutée d'avoir ces petits fascicules. Alors j'en profite pour que je vous parle de ça. Pour une erreur récurrente que j'entends souvent, c'est les gens qui confondent boîte et blister. Alors un blister, c'est ça. C'est-à-dire un blister, c'est une carte avec un personnage et une bulle. Sinon, c'est une boîte, comme son nom l'indique. D'ailleurs, voilà, ça c'est une boîte, ok, hein. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, machin, c'est une boîte, on peut remettre la figurine dedans, on est d'accord. Et ça, c'est un blister. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as décollé, ben, à moins de le recoller, tu peux pas la remettre dedans. Donc c'est pour ça que ça fait toute la cote, toute la valeur de ceux qui collectionnent les figurines, c'est d'avoir un personnage sous blister, parce que forcément à l'époque quand tu es enfant, la première chose que tu fais, bah, c'est d'ouvrir machin, pas forcément délicatement d'ailleurs, et d'arracher la carte et tout ça. Alors qu'il faut garder les cartes parce que souvent c'est vachement bien. Par exemple, si on prend les Visionaries, les dessins qui sont sur les côtés sur la carte, en l'occurrence je crois que les Visionaries c'est de l'autre côté qu'il est le perso, hein. Elles sont magnifiques. Et derrière les blisters des G.I. Joe, tu as aussi, et des Tortues Ninja aussi, tu as des fiches techniques sur les personnages qui te disent leur nom, leur fonction, les armes qu'ils ont avec, plein de trucs. Et puis aussi tu as toujours des petits accessoires aussi avec les personnages. Avec un G.I. Joe par exemple, tu as souvent une mitraillette, un fusil, un petit pistolet, et qui souvent sont perdus parce que c'est tellement petit qu'après tu les retrouves plus. Donc voilà.
Donc voilà, donc dans un premier temps, donc les bandes dessinées, et dans un deuxième temps, donc la possibilité de faire une publicité déguisée sous forme de dessin animé. Et donc là, ils font appel au studio Filmation, donc pour faire ces fameux 130 épisodes des Maîtres de l'Univers, qui par la suite engendreront aussi un spin-off. Donc les spin-offs, ce sont les séries dérivées, hein, donc She-Ra. Donc là, pour le coup, pour She-Ra, qui est la sœur, et non pas la petite amie de Musclor, n'est-ce pas, pour ceux qui ne savent pas, elle va se dériver sur des petites poupées en fait. Ça va être des petites poupées parce que ça va être un petit peu des figurines un peu à la Musclor, mais avec des cheveux à coiffer. D'ailleurs, on met un peigne avec She-Ra. Alors, pour voir encore dans l'hommage, donc déjà les Maîtres de l'Univers, ça ressort actuellement pareil chez Funko Super 7, mais identique à ceux d'époque. Donc si vous voulez vous refaire une collection sous blister de Maîtres de l'Univers, bon, les designs des figurines sont un petit peu mieux faites qu'à l'époque, mais ça reste très proche quand même. Vous pouvez faire ça. Et on a cette petite curiosité. Alors là, c'est une figurine de Walking Dead. Alors déjà, on remarquera que le format il est un petit peu bâtard, si je puis dire, parce que c'est pas un format trop habituel pour ce genre de blister. Donc vous voyez à quel point le blister est gros par rapport à ce qu'on a l'habitude. Donc voilà. Et surtout, si vous êtes fan de G.I. Joe, vous avez remarqué qu'en fait, le dessin, il est en hommage direct aux blisters des G.I. Joe. Les blisters des G.I. Joe, ce sont des dessins comme ça, où tu vois le personnage avec des éclats d'explosion derrière. C'est exactement ça. Donc là, ce sont des figurines qui ne sont pas issues de la série télé, mais du comic book. Donc ça explique pourquoi Rick a une main en moins. C'est ce qui lui arrive dans le comic, mais qui ne lui arrive pas dans la série. Et donc derrière, il y a ce que je te disais. Donc en haut, tu as bien sûr les autres personnages vendus dans la gamme, histoire de dire achetez-les tous, collectionnez-les tous, hein, comme les Pokémon. Et tu as bien entendu la fiche technique sur le personnage, donc avec son vrai nom, parce qu'en général les G.I. Joe ils ont un nom de code, avec l'endroit de sa naissance, ses capacités au combat et tout ça. Donc là c'est vraiment le blister en hommage au blister des G.I. Joe. Voilà, bien sûr G.I. Joe aussi fait des blisters en hommage de G.I. Joe, ça va sans dire. Voilà, alors vous me direz, il y a plein de petites figurines, mais moi il y a des trucs qui ne correspondent pas à ce que tu es en train de me raconter. Par exemple, si on prend les jouets masques. Alors masques, les figurines sont encore plus petites parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fallait faire un personnage à l'échelle du véhicule. Donc pour avoir une voiture de taille normale, on va dire, pour un gamin, il fallait que les figurines de masques soient plus petites. Et je vous parle de masques parce que habile transition là aussi, parce qu'ils se sont amusés à faire un blister masque Matt Tracker G.I. Joe. C'est-à-dire qu'ils ont fait un blister G.I. Joe comme si Matt Tracker était un agent de G.I. Joe. Donc tu as le blister comme si c'était un G.I. Joe avec Matt Tracker agent, machin truc bidule. Et avec, il a un petit accessoire en fait qui ressemble à la pale d'hélicoptère de Condor, la petite moto verte qu'on l'on voit dans Masque. Donc c'est marrant, les petits crossovers un petit peu, les trucs comme ça. Et donc Masque aussi, il y a eu une autre gamme de jouets dont je ne sais plus le nom, mais je crois que c'est pas une gamme officielle, mais c'est une gamme qui a repris dans les années 90 les moules de Masque pour faire à peu près les mêmes véhicules avec d'autres couleurs bien entendu, vendus sous un autre nom. Mais sachez qu'il existe là encore du recyclage, on va dire, des figurines de Masque pour faire une autre gamme de jouets. Donc c'est vraiment quelque chose dans les figurines qui revient très très souvent, qu'on recycle les gammes pour faire d'autres gammes ou d'autres jouets ou d'autres que sais-je, voilà. Donc voilà, donc c'est très intéressant tout ça à ce niveau-là. Alors maintenant, autre chose dont je n'ai pas parlé et qui vous intéresse, parce que tout ça c'est américain, tout ça, c'est très bien. Alors on peut être fan ou pas, mais voilà. Mais les Japonais dans l'histoire, eh oui, parce que les Japonais c'est quand même aussi avec les Américains les plus gros fabricants de jouets, les plus gros de trucs à licence, produits dérivés, tout le tralala. Bien sûr, on a des robots géants, des Goldorak, on a bien entendu ce qui est un petit peu l'apanage des Japonais, j'aimerais dire, parce que là encore, transition par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que bien entendu, les véhicules de Masque, et ils ont été car designés par un Japonais, forcément. Eh oui, c'est pas anodin. Donc du coup, dire Masque, véhicule qui se transforme, Transformer, eh ben oui, on parle forcément des Transformers, les robots qui se transforment, les robots machines aussi, tout ça, c'est une large gamme. Alors là encore, les Américains vont faire connaître une gamme de jouets japonaise en la transformant, parce que décidément ils peuvent jamais se contenter de prendre les trucs tels qu'ils sont. Bref. Donc au Japon, nous avons
oui bien sûr ils veulent prendre de l'argent. Au Japon nous avons plusieurs gammes de jouets pour faire les Transformers. Parce que les Transformers ce n'est pas une seule gamme japonaise qui a été rebaptisée par les Américains. Non, non, c'est plus compliqué que ça. En fait, les Américains ont pris plusieurs gammes japonaises différentes de robots qui se transformaient. Bon, essentiellement la gamme Diaclone. Donc essentiellement la gamme Diaclone. Et ils ont pris aussi quelques autres petites figurines et ça donne des curiosités. Par exemple, peut-être que vous vous êtes retrouvé avec Jetfire en figurine et vous avez dit mais mince ça, ce Jetfire c'est la Valkyrie, le Varitech de Robotech. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh ben oui, oui, effectivement, on se retrouve avec la Valkyrie de Roy Fokker, la VF1S, qui est intégrée dans la gamme Transformer. Donc voilà, on a un Transformer Jetfire, c'est littéralement le même moule, le même jouet, d'une autre couleur, mais c'est la même chose. C'est la Valkyrie de Robotech, exactement. Donc là, il y a des petites curiosités comme ça. Autre chose, quand vous achetez des boîtes Diaclone, parce que ça a été importé même en France chez Orly Jouet, je crois, on a eu des Diaclones. Vous voyez un petit tankard avec rien du tout dedans. Donc tu as un emplacement, si tu veux, dans le polystyrène qui est vide. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Eh ben, je vous le donne en mille, il manque des petites figurines, des petits persos, des petits bonhommes qui allaient dans les Transformers. Donc non seulement tu avais ton robot qui se transformait, mais tu avais aussi un pilote pour le mettre dedans. Seulement ces pilotes-là, ils n'ont pas traversé la mer pour venir jusqu'à nous parce qu'on considère que les petits Français, les petits Américains, ils sont trop cons et ils vont les bouffer. Voilà, donc pour être plus simple, ça ne correspond pas aux normes européennes. Alors apparemment, un petit japonais, il peut avoir un petit bonhomme comme ça sans avoir l'idée de l'avaler, mais pas un petit français ou un petit américain. Bon, voilà. Bon, ça, c'est des histoires, là aussi, on pourra en parler pendant des heures. Et donc, Transformers, donc on reprend des jouets qui à la base n'ont pas spécialement d'identité. Il y a effectivement une petite bande dessinée aussi avec les Diaclones. Tu as aussi une petite bande dessinée avec les jouets de Jace par exemple qui ont été faits, je vous le rappelle, avant le dessin animé. Et donc du coup ils ne sont absolument pas les personnages de Jace qui sont vendus avec. On avait fait encore une fois le dessin animé pour vendre les jouets mais ils existaient avant. Donc tu avais toujours des petites bandes dessinées parce qu'ils essayaient quand même de mettre une petite BD pour mettre un minimum de contexte. Pour que le gamin il ait une base. Pour dire bon voilà, il y a des monstres aux plantes, tu vois, ça c'est des plantes machin. Puis il y a la force lumière, enfin les Wheeled Warriors, les guerriers roulants. Donc la traduction c'est pas très joli donc on va préférer la force lumière. Donc c'est toujours des trucs comme ça. Donc Diaclone c'est pareil. Tu as une petite bande dessinée, donc en gros on va te dire vite fait qu'il y a des gentils et des méchants et qu'ils se transforment, mais pourquoi, comment, bon c'est pas très étoffé tout ça. Donc ce que les Américains ont ajouté et qui est bien pour une fois, parce qu'on va pas non plus leur cracher dessus, dire tout ce qu'ils font c'est mal, c'est pas vrai, c'est pas tout mal. Souvent c'est mal, mais c'est pas tout mal. Pour Transformers, c'est eux qui ont créé donc le fait de mettre des petits logos déjà. Les logos qui différencient les Autobots et les Decepticons. Oui, je dis à l'ancienne version française les Decepticons, mais c'est pas très joli. Alors, si je dis Decepticons, c'est mon côté nostalgique qui remonte. Voilà. Donc c'est un apport des Américains. Toute la mythologie Transformers aussi, c'est un apport des Américains. Le fait de mettre Optimus Prime en héros, c'est les Américains. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Jetfire tout à l'heure, tu as une petite bande dessinée avec Jetfire. Et où c'est Jetfire qui est le chef des Autobots. Donc tu as la première histoire, donc il n'y avait pas encore le dessin animé. Donc dans cette petite bande dessinée, c'est Jetfire qui est en lieu et place d'Optimus Prime, le chef des Autobots. Alors ça pose quand même problème parce que du coup c'est un avion, alors que les Autobots au début c'est tous soit des voitures soit des camions, c'est un peu le principe des Autobots, même si après on va dériver, commencer à faire des avions et compagnie avec les Ariel Bots, avec les Constructicans, les machins, les Insecticans, enfin on en fera un petit peu tous les Dinobots, donc voilà. Mais au départ il y a ça. D'ailleurs on voit bien dans les dessins animés qu'au départ ils sont pas trop sûrs de comment ils veulent faire parce que quand tu regardes les premiers épisodes des Transformers, les Autobots ne volent pas. Ils ont besoin de jetpack pour voler. Je te dis des bêtises. Ils volent, pardon, dans les tout premiers et puis ils volent plus après. Ouais, c'est ça. Donc dans les tout premiers épisodes, les Autobots ils volent sans problème et puis après ils savent plus. Donc ça c'était décidé après coup, donc que les Autobots ne volaient pas pour que les Decepticons leur soient supérieurs sur le plan militaire et compagnie. Donc déjà les Decepticons ils ont des autoradios, ils ont des avions de chasse, ils ont des flingues, ils ont de tout. Alors que les Autobots ils ont que des voitures et des camions, donc ils sont un petit peu limités. Et en plus ils peuvent pas voler. Ah bah nous voilà bien. Donc ça en fait ça a été fait empiriquement le scénario des Transformers au fur et à mesure. Ils ont dit ah non on va faire ci, on va faire ça, on va décider que ci, on va décider que ça. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des histoires contradictoires. Par exemple pour les Dinobots, si tu regardes le dessin animé, c'est Wheeljack qui les a fabriqués. Alors que quand tu regardes les comic books je crois, ce sont des Transformers qui sont arrivés avant ou qui ont été réveillés avant et qui du coup se sont adaptés à la vie préhistorique. Donc voilà, donc il y a plusieurs histoires du coup par rapport aux Dinobots.
J'exclus totalement les films de Michael Bay de cette histoire, ça n'existe pas. À part Bumblebee qui est sympa, les autres, voilà, je veux pas l'entendre parler. C'est pas Transformer pour moi, bref. Donc voilà, ça a été fait de façon empirique. T'as eu des comic books qui ont dérivé par rapport à l'histoire. T'as le Japon qui a dérivé par rapport au dessin animé aussi, parce que la 4e saison américaine est exclusive aux Américains et les Japonais ont fait leur 4e saison à eux qui s'appelle Transformers Headmaster, qui est totalement différente. Et après ils sont partis, ils ont enquillé sur plein de séries japonaises sur les Transformers, ce que nous on n'a pas eu du tout, jusqu'à ce que ça revienne à partir de Car Robot. C'est à partir de là que les Américains ont repris les dessins animés japonais pour les adapter, et puis qu'après par répercussion on les a enfin re-eus. C'est compliqué tout ça. Et puis il y a eu l'époque où bien sûr les Transformers sont devenus des animaux avec Beast Wars qu'on a eu en France sous le nom d'Animutant. Donc c'est passé très discrètement sur TF. Donc très peu de gens les ont vus. Moi, Dieu merci, je les ai vus parce que c'est une excellente série. Ça aussi, Animutant, Beast Wars. Il faut absolument que vous le voyez si vous avez la possibilité. C'était excellent. Pourquoi ? Parce que les protagonistes étaient super développés. Ils étaient moins nombreux, donc du coup, on développait plus leur personnalité propre. Donc du coup, c'est pour ça que cette série est vachement bien. Et elle est totalement raccord avec le canon de Transformers. Parce qu'il y a des épisodes, malheureusement, non diffusés en France parce qu'on s'est arrêté la diffusion en plein milieu, où on voit effectivement l'arche. Donc je vous rappelle vite fait ce qui s'était passé. Donc les Transformers sont sur Cybertron, ils se tapent dessus pour gouverner la planète et ils sont à court d'énergie pour se taper dessus. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Les Autobots décident de partir vers d'autres planètes, les Decepticons les suivent, ils se tapent dessus et ils atterrissent tous les deux en catastrophe à l'ère préhistorique sur la Terre et ils sont en gros dans le coma quoi. Ils sont débranchés, ils ont plus de jus machin. Jusqu'au jour où il y a une éruption volcanique qui réveille l'ordinateur de bord. Du coup, il y a une sonde qui se balade un petit peu sur Terre pour voir comment sont les êtres vivants sur cette planète. Donc pour l'ordinateur, les êtres vivants, ce sont forcément des êtres vivants robotiques. Donc ce sont les camions, les autos, les flingues, les radiocassettes qu'il juge être les êtres qui habitent la planète. Et donc c'est de ça qu'il se sert pour reformater les Transformers pour qu'ils puissent se transformer en les véhicules de la planète pour pouvoir se fondre dans le décor. More than meets the eyes. Et c'est en ça que le principe des Transformers est beaucoup plus intéressant que les gobos, les robots machines. Donc forcément, il y a deux cas, il y a les Transformers, il y a les robots machines. Donc dans un cas, nous avons Diaclone qui vient de Takara et nous avons les robots machines qui viennent de Bandai. Et donc dans les deux cas, les gars ont été américanisés, forcément. Mais le truc qui est mieux pour moi, mais qui me paraît, je pense, logique pour vous aussi, dans les Transformers, c'est que sur Cybertron, ils ont un mode cybertronien, ils se transforment en véhicules extraterrestres. Et c'est quand ils arrivent sur Terre qu'ils s'adaptent au milieu. Tandis que quand tu revois Challenge of the Gobos, donc le défi des Gobos, qui a été adapté donc en dessin animé par Hanna-Barbera pour les US, les robots se transforment déjà en voiture et en avion terrien sur Gobotron. Donc c'est un petit peu illogique. Donc voilà. Et donc, Robot Machine, là encore une fois, on les vend aux US et au Japon, et on fait deux séries de dessins animés distinctes, là, pour le coup. Parce que si les Américains donc, avaient fait l'histoire de la série américaine de Transformers, c'était sous-traité au Japon, au niveau technique. Par contre, les Américains ont fait tout seuls leur Gobo avec le défi des Gobos, et les Japonais ont fait tout seuls leur Gobo avec la revanche des Gobos. Ce qui fait qu'on utilise quelquefois les mêmes jouets, mais pas dans les mêmes personnages. Par exemple, Cyclos, donc la moto qui est le chef des méchants dans le défi des Gobos, c'est un gentil qui forme le Commando 5 dans la revanche des Gobos. Et là, dans le Commando 5, par exemple, c'est un grand robot dans lequel tu as des compartiments pour glisser les petits. Donc il l'appelle courageux dans la version défi des Gobos. Donc c'est un exosuite pour monter la puissance des robots. Donc là où les Transformers en fait littéralement se gataillent, s'assemblent pour se transformer par exemple Devastator. Là ça c'est les Constructicons qui se transforment donc en Devastator. Donc littéralement ils s'assemblent. Les Gobos eux ils rentrent à l'intérieur d'un robot plus grand un peu comme le principe de Gordian pour ceux qui connaissent le robot Gordian.
Donc voilà. Et là, on a eu de la chance pour une fois en France, c'est qu'on a eu droit aux 2 séries. On a eu la série américaine Le Défi des Gobos et la série japonaise La Revanche des Gobos, qu'on nous présentait donc comme étant la suite, ce qui pour le coup n'était pas du tout possible, même si on voyait les mêmes personnages, parce que c'est pareil, le Thor méchant du défi, c'est le leader gentil de la revanche. Donc là, et en plus ça se passe pas du tout sur la même planète, parce que la revanche ça se passe sur Chronos, tandis que le défi ça se passe sur Terre et Gobotron. Donc scénaristiquement parlant, on ne peut pas raccorder les wagons. Clairement on peut pas, donc c'est cherchez pas, on peut pas, j'ai dit qu'on pouvait pas. Donc voilà. Et autre chose, on essaye de vendre, alors là c'est encore particulier, je reviens sur le fait d'avoir de la publicité pour vendre des jouets dans un dessin animé, avec les Rocklords. Alors les Rocklords, vous savez c'est les robots qui se transforment en cailloux. Les Rocklords, on nous les vend en France en 2 temps. Dans un premier temps, on va le voir dans un dessin animé français qui adapte une bande dessinée française qui s'appelle Bleu l'enfant de la Terre. Donc autant dire que le rapport avec les Rocklords il est inexistant au possible. Mais Bandai France décide de s'allier avec la production donc, de Bleu Enfant de la Terre et glisse les Rocklords à l'intérieur de l'histoire. Donc dans ce dessin animé pourri au demeurant, vous avez de temps en temps donc les Rocklords là, qui pour le coup sont vraiment des cailloux, ils sont à la taille du jouet, ils sont vraiment cailloux comme ça, tu vois, c'est pas voilà. Et puis c'est des petits protagonistes qui passent comme ça vite fait, comme les Shag, tu sais, non les Shaggy pardon, les Shaggy dans les mondes engloutis, tu sais, t'as des tout petits machins là qui réparent Shag là, qui sont tout petits, là, ou c'est même au niveau des petites bestioles qu'on voit dans Jace aussi, les Oogie là ou un truc comme ça, tu sais, on les voit de temps en temps, mais c'est voilà, les Rocklords c'est ce niveau là. Tu les vois dans Bleu l'enfant de la Terre en tant que ça. Ensuite, tu les vois dans un deuxième temps, donc dans La Revanche des Gobos, où là, dans le générique français, on te les met bien en avant, près des Rocklords au corps de pierre, alors qu'en fait, dans le dessin animé, tu les vois assez peu. Il y a quelques épisodes où tu as les Rocklords, mais ils sont loin d'être là tout le temps. Hein. Donc tu vois, on sent bien là que c'est dans le générique qu'on a envie de te refourguer du Rocklord. Et là, je tombe encore sur des jouets avec le générique ô combien mythique au niveau de la publicité. Des petits malins, c'est pour te dire à quel point on fait le grand écart, là on va complètement dans autre chose. Donc les petits malins, Mapletown, donc c'est des petites poupées floquées aussi avec un petit peu une espèce de peluche, tu vois, un petit machin. Ça existe encore, les Sylvanians, on a eu un truc dans les années 80 et les jouets sont encore en magasin actuellement, les Sylvanians, donc si vous voulez voir ce que ça donne, c'est comme des Sylvanians, donc mes petits malins. Et donc petits malins, alors là c'est un gros malin qui s'en est occupé. C'est Bruno Huchez en fait qui a créé de toutes pièces un générique qu'il a dessiné en France. Ça se voit, c'est moche et tout. Et là on te fourgue l'ours Gabi qui n'a rien à voir du tout avec les petits malins. Mais donc l'ours Gabi c'était un gros ours dans lequel tu mettais une cassette et qui te parlait, tu vois. Comme Teddy Ruxpin, c'est le même principe. Et donc, dans la chanson, on te met Gabi, 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 la mine au petit, juste pour te vendre le jouet qui n'a aucun rapport avec les petits malins. Et c'est pas tout, en plus dans le générique aussi tu vois une espèce de train, une espèce de gare, ça c'est un jouet Vully si je dis pas de bêtises, qui a encore une fois mais rien à voir avec le schmilblick et dont on subrepticement, tu vois subliminalement, on te met la pub dans le truc, oh mais c'est le truc que j'ai vu dans le dessin animé, non tu l'as vu dans le générique du dessin animé qui a aucun rapport. Donc c'est pour te dire jusqu'où on en allait, et là pour le coup c'est pas les Américains, c'est en France qu'on fait ça. Donc c'est quand même assez intéressant aussi à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'ai brassé quand même pas mal de trucs là. On a fait les Transformers, on a fait les Maîtres de l'Univers, les G.I. Joe. Donc bon, les robots, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, si ce n'est que Goldorak, parce qu'on va forcément parler de Goldorak, doit un petit peu son physique au magasin de jouets aussi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Goldorak, vous l'ignorez pas, et la troisième partie, bon ça peut être sujet polémique, de la trilogie des Mazinger. Donc Mazinger Z, gros carton au Japon, avec pour la première fois un personnage qui pilote littéralement le robot de l'intérieur, avec un vaisseau qui se met dans la tête de Mazinger Z. Et donc suite à ce succès, on en fait des dérivés, on fait Great Mazinger, tout ça. Ensuite, les Japonais font un film de court-métrage qui dure une trentaine de minutes qui s'appelle L'attaque des soucoupes volantes, dans laquelle on voit Gat Tiger. Donc l'histoire, c'est littéralement celle du prince de Fort, hein, c'est celle d'Actarus qui fuit sa planète et qui embarque avec lui donc un robot. Donc Gat Tiger, qui est super moche.
Mais on décide de faire une troisième saison, une troisième série dans l'univers des Mazinger, mais en changeant quand même pas mal de choses. Et on se dit, on va prendre pour base ce film, avec cette histoire d'extraterrestre et tout ça. Seulement, le robot qui est dedans, il n'est pas joli. Donc, il faut mettre un truc plus vendeur. Donc, pour qu'il soit vendeur, il faut qu'il ressemble au Mazinger. Alors, donc déjà, Goldorak ressemble au Mazinger parce que c'est plus vendeur et puis c'est pour faire le lien, en plus du personnage d'Alcor. Mais surtout, pourquoi il a de gros pieds, Goldorak? Il a des gros pieds pour mieux tenir debout. Et oui, le jouet de Mazinger avait peut-être un petit peu tendance à se casser la gueule. Donc on dit, le Goldorak, tu lui mets des gros pieds pour qu'il tienne bien debout quand on le met. Voilà. Donc là aussi, on y revient sur le dictat un peu des jouets, sur la création des personnages. Et autre robot de Go Nagai qui a été un petit peu dérivé et touché, encore une fois, par, je vous le donne dans le mille, les Américains, Jig. Alors Jig Robot, c'est un robot qu'on ne connaît pas du tout en France, hein, donc voilà. Mais grosso merdo, c'est un personnage. Alors là, c'est carrément le pilote qui se transforme littéralement en la tête du robot. Donc voilà, bon, il va sans dire qu'il est un peu cyborgifié sur les bords, hein. Il est pas, toi moi on fait pas ça, comme toi et moi on fait pas ça. Donc voilà, et puis après bien sûr il se bat contre des méchants. Bon, c'est comme Goldorak, et il est tellement comme Goldorak que lui aussi il a des fulgures au point, mais le principe de son fulgure au point c'est qu'il se joint les mains comme ça et qu'il envoie les deux en même temps. Donc voilà, et les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre Jig? Eh ben ils vont leur peinturer en noir et ils vont le transformer en méchant des Micronautes, le baron Karza je crois. Donc on prend un robot qui n'a rien à voir, on le fout avec les Micronautes qui sont encore une fois un jouet japonais, hein, c'est des petits personnages robotiques qui s'appellent les Microman et qui vont être américanisés, transformés en comic book encore une fois, et donc du coup Jig devient le baron Karza dans les Micronautes. Voilà, donc rien à voir en plus. Donc, habile transition, tout ça pour vous parler d'autre chose maintenant, c'est un jouet qui va être transformé en comic book pour le vendre. Pas en dessin animé, en comic book. Rome, le chevalier de l'espace. Alors c'est un jouet Parker, donc Parker à part des stylos, ils vont pas faire beaucoup de jouets. Donc à un moment ils essaient dans les années 80 de se diversifier et de faire des jouets. Donc ils se disent on va faire un gros robot avec une tête un petit peu de grille-pain, on peut dire ça. Et il aura deux armes, une arme pour analyser ses ennemis et une arme pour leur bouillaver la gueule. Voilà. Et ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il faut encore une fois un appui. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il faut des petites bandes dessinées, il faut essayer de faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors c'est qui qu'on appelle? Bah même pas SOS Fantôme, on appelle Marvel. Parce que Marvel sont coutumiers du fait. À l'époque, ils faisaient beaucoup de comic books adaptés, soit de jouets, soit de dessins animés, et trucs comme ça. Et donc ils vont faire un comics qui pour le coup va transcender le jouet. Le jouet ne se vendra jamais, il va finir dans les bacs à soldes, machin. Et la bande dessinée, elle va totalement intégrer l'univers Marvel. Il y aura même des crossovers avec Power Man, Iron Fist, les Nouveaux Mutants, je crois. Enfin, plein d'autres personnages donc, qui apparaissent dans Rome. Les X-Men, ouais, tout à fait. Et et il va vivre des aventures pendant une bonne centaine d'épisodes, je crois. Hein. Ça va vraiment perdurer très longtemps après la mort du jouet dans l'ignorance totale de tout le monde et tout le monde s'en fout. Et voilà. Et donc du coup, là c'est le comic book qui au départ devait vendre le jouet, qui au final va vendre le jouet parce que maintenant de nos jours on veut le personnage de Rome parce qu'on le connaît du comic book. Moi-même, je cherche désespérément la figurine de Rome parce que je le connais via le comic book, alors qu'on n'a jamais eu le jouet en France, enfin je crois pas. Et voilà, et puis maintenant forcément, bah, du coup c'est rare, ça cote, donc pour le toucher à un prix raisonnable, bon bah voilà. Donc c'est un peu délicat. Et voilà. Et donc du coup, encore transition, il y a eu récemment un crossover monstre, un crossover monstrueux. C'est-à-dire tu as Transformers, G.I. Joe. Alors eux ils étaient déjà ensemble déjà à l'époque, donc il y a un épisode par exemple des Transformers où les Autobots deviennent des humains et ils affrontent un méchant qui saute un peu comme ça et à la fin de l'épisode il fait Cobra et en fait c'est le commandeur Cobra carrément, et dans les comics ils se sont carrément tout de suite crossovés de la mort qui tue, hein. D'ailleurs Transformers était aussi un comics Marvel, ce qui leur a permis de rencontrer Spider-Man. À l'époque il avait son costume noir, donc tu vois. Et ça on l'a eu en France, donc il n'y a eu que 3 numéros de la bande dessinée chez Sage Édition de Transformers Marvel en France, mais dans le numéro 2 vous avez ce fameux crossover avec Spider-Man.
Donc voilà, donc petite curiosité à trouver. Et donc méga crossover, donc Transformers, G.I. Joe, Mask, Rome, les Micronautes, je crois, et j'en oublie, les Visionaries, je crois. Peut-être plus tard, je sais pas. Enfin, il y a au moins ça. Donc ça s'appelle Révolution. C'est un crossover donc en comics, pas sorti en France malheureusement, mais aussi un crossover en quelque sorte en jouet, parce qu'ils ont fait une grosse boîte dans laquelle tu as un protagoniste de chaque licence. C'est-à-dire que dedans, ouais, je dis pas de bêtises, il y a un Visionaries, il y a le Jetfire des Transformers, tu as des Micronautes, tu as une figurine de Rome, je crois que tu as une figurine de Masque, je suis pas sûr. Enfin, c'est une grosse boîte où tu as tout ça. Donc ça s'appelle Révolution, vous devriez arriver à la trouver normalement. Moi je l'ai, mais on n'est pas chez moi donc je l'ai pas. Mais voilà. Donc les gros crossovers de jouets, et surtout il est question de faire un univers partagé cinématographique de licences de jouets. Et bien sûr avec à terme, comme pour les Avengers, un méga crossover entre tout ça. Donc autant dire que ça donne l'eau à la bouche. Donc il est question qu'il y ait un film Hollywood des maîtres de l'univers, enfin un deuxième parce qu'il y en a eu un à l'époque avec Dolph Lundgren de la canon de triste mémoire. Il est question d'un film sur les Cosmocats, il est question d'un film sur Mask. Donc tout ça donc à suivre. J'espère que ça va se faire parce que waouh. Et puis voilà quoi. Et puis bien sûr, je ne peux pas vous quitter sans vous parler bien sûr d'une grosse licence du jouet qui intéresse tout le monde. Moi le premier, les Chevaliers du Zodiaque. Saint Seiya bien sûr. Alors là bien sûr on est un petit peu en dehors de tous ces univers. En revanche, le coût du recyclage, du repent et tout ça, ça marche à fond. Les manettes. Donc chez Bandai aussi, on s'amuse donc à repeindre les figurines. Tu me diras, déjà d'entrée de jeu, quand on a fait les Chevaliers Noirs, c'était facile. Hein, on prend les bronzes, on les peint en noir, et hop là, c'est bon, on en envoie une nouvelle. C'est un peu facile. Ensuite, ils ont fait les dérivés en faisant les versions or, parce que, quel miracle, les Chevaliers de bronze ont leur armure qui devient en or dans le chapitre Poséidon, c'est génial. Donc on va le faire. Cela dit, ils y avaient pensé même avant, hein, parce qu'à l'époque des Vintage, ils avaient fait déjà des versions or pour les V1, qui n'ont pas du tout lieu d'être dans la série, ai-je besoin de le préciser, et qui étaient pour la 500 millième figurine vendue ou un truc dans le genre. Vous m'excuserez si c'est pas les chiffres exacts, enfin vous voyez l'idée. Donc déjà ils avaient fait ça à l'époque, et ils avaient fait bien sûr aussi les Chevaliers Noirs avec la deuxième armure, aussi tant qu'à faire, que eux ont gagné avec des points. Voilà, donc tout est bon dans le cochon, hein, de toute façon, donc on peut y aller. Alors récemment, ils nous ont fait pour le 15e anniversaire des My Claws, une Athéna rouge, un Poséidon bleu, c'est la fête du slip, allons-y. Voilà, donc personnellement, j'ai horreur de ça. Surtout, alors ça c'est vraiment la collection que je déteste par-dessus tout, les OCE, pour Original Comics Edition, ça veut dire les couleurs du manga. Donc ils te refont la même armure mais avec les couleurs du manga. Donc les cheveux ne sont plus bleus ou violets, ils sont marron, jaune, machin. Et surtout pour les Chevaliers d'Or, là où le dessin animé, donc la version normale qu'on connaît tous, avait des reflets avec différentes tons d'or, avec quelquefois les fameuses pierres aussi de couleur, là aussi il y a toute une théorie là-dessus, donc qui égayait la chose. Tu te retrouves avec de l'or uni, tout con. Personnellement je trouve ça très moche. Moi je dis que si on a changé les couleurs du manga, c'est qu'on avait une raison. Pareil, alors tu me diras, le Chevalier du Phénix, nous on le connaît avec une armure bleue en V2, et dans le manga il a une armure rouge. Alors oui, c'est plus logique parce que le phénix, le feu, tout ça, c'est logique, mais c'est pas beau. C'est pas beau, je suis désolé, je préfère le bleu, même si c'est illogique on va dire, ils ont bien fait. Et donc pour le niveau commercial, et j'en terminerai avec ça, je crois que j'ai parlé beaucoup déjà. Donc pour le niveau commercial, nous avons les fameuses V1 des Chevaliers du Zodiaque, parce que dans le manga, ils n'ont jamais les V1 intégrales avec le casque, la jupette et tout le tralala. Ça justement, c'est une décision de Bandai pour vendre des jouets, parce qu'ils trouvaient que les premières armures de bronze, elles couvraient pas grand chose. Dans le scénario, ça s'explique, c'est normal. Les chevaliers de bronze doivent être très peu protégés pour que justement, plus tu vas en hiérarchie et plus ton corps est recouvert d'une armure et protégé par ton armure. Donc dans la logique de l'histoire, c'est tout à fait normal qu'au début, les chevaliers de bronze aient des armures quasiment pas couvrantes. Mais effectivement, pour vendre le jouet, comme c'est le héros principal, il vaut mieux que tu aies quelque chose à vendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils avaient demandé à ce qu'on étoffe les armures et qu'on les rende plus intégrales avec les casques et tout ça. Alors c'est très beau, j'adore les V1, c'est mes préférés, comme sûrement vous aussi. Mais au niveau scénaristique, c'est pas ça.
Donc voilà. Mais encore une fois, c'était une décision purement mercantile du jouet par rapport à la série. Donc on sent bien l'influence des fabricants. Et le jouet, c'est très très important. Ça pèse beaucoup dans la balance quand on fait un dessin animé. Il y a beaucoup le poids du produit dérivé. Et ça peut être bien ou pas bien. C'est selon, on juge en fonction de comment on le ressent soi-même. Mais il est clair que c'est l'industrie du jouet qui souvent indique la marche à suivre, hein. Et y compris pour les Transformers de Michael Bay que j'exècre par exemple, tu vois, je n'achèterai jamais un Transformer Michael Bay, déjà parce que j'aime pas, mais voilà, mais aussi parce que au niveau du design, je les trouve moches. Le fait que ça soit tout plein d'écrous, tout machin. Alors on peut discuter sur le fait que ça soit plus ou moins réaliste par rapport au dessin animé, ça on peut discuter, mais pour moi, pour mon goût personnel, c'est pas beau. Bon, voilà. Mais après, chacun voit midi à sa porte, hein. Voilà. Je crois que j'ai parlé de tout, hein. Alors bien sûr, j'ai pas brassé. Alors on va me dire, ouais, non, mais t'as pas parlé de cette gamme, t'as pas parlé de cette gamme, t'as parlé de cette gamme. Alors on peut parler de Tortue Ninja aussi. Alors j'ai un petit truc pour les fans de Tortue Ninja. Je vais vous dire un petit truc sur Tortue Ninja, comme ça vous serez content. Je suis fan de Tortue Ninja aussi, hein, mais voilà. Donc, savez-vous pourquoi la figurine de Shredder est un petit peu pliée comme ça? Parce qu'en fait, tu avais un standard, tu sais, donc toutes les figurines tortues ont une taille plus ou moins autant standard, on va dire. Et donc Shredder, lui, il n'est pas droit comme ça, tu l'es plié, tu vois. Et ben, il est plié justement à cause de ce standard de figurine, parce qu'il voulait que toutes les figurines aient à peu près la même taille, tu vois, quand tu les mets en hauteur. Mais Shredder, il fallait qu'il ait un petit peu plus de présence quand même. Donc ils ont trouvé en fait cette astuce-là. Et ben, écoute, on va le plier comme ça. Techniquement, il est plus grand que les autres, mais il est quand même dans la taille standard. Donc c'est une petite anecdote que vous pouvez... voilà. Alors bien sûr, que ce soit les tortues, que ce soit les maîtres de l'univers, vous avez des figurines qui sortent encore actuellement. Bien sûr, il y a plein de séries actuellement. Les maîtres de l'univers, ils ont refait une série de dessins animés en 2002. Pareil pour les tortues, donc du coup ça a généré des nouvelles figurines qui ont été redesignées. Superbes d'ailleurs, elles sont magnifiques. Et puis après on est revenu plutôt à ce qu'on faisait avant. Donc les maîtres de l'univers, il y a la série sur Netflix qui sera peut-être sortie quand vous verrez la vidéo. Donc pour l'instant, au moment où je vous parle, elle n'est pas sortie, donc je ne sais pas ce que ça donne, donc je n'ai pas d'avis dessus forcément. Mais voilà, ça va forcément engendrer encore d'autres figurines. T'as des figurines, les Motuc aussi, les Master of the Universe classiques, c'est-à-dire que c'est comme celle d'époque, mais avec les techniques d'aujourd'hui, est beaucoup plus belle. Mais alors le problème, c'est que c'est en tirage limité, qu'il faut acheter exclusivement sur le net, sur le site de ci, sur le site de ça. Donc du coup, elles te reviennent énormément cher. Donc une figurine de base, elle te revient à un minimum de 50-60 euros. Donc non, merci, ça ira. Donc voilà, elles sont magnifiques, mais voilà, on s'en passera. Ou alors on va faire un choix, hein. On va prendre que les persos qu'on aime, hein. Voilà, à moins que tu es riche et que tu as plein de place chez toi, tant mieux pour toi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai parlé de tout. Donc il y a des gammes que je n'ai pas abordées forcément. Parce qu'on peut pas parler de tout, il y en a tellement. Mais je crois que j'ai dû parler de tout ce qui était important de mettre en lumière, en valeur et tout ça. Et voilà. Et si vous voulez en savoir plus, donc je vous incite à lire mon livre Les secrets de nos héros téléciné BD. Voilà, où je vous parle de tout ce que je viens de vous dire, mais aussi de plein d'autres choses, voilà, qu'on voit bien. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a deux éditions en fait. Alors si vous voulez, il y a une édition de luxe qui est plus jolie, avec papier lisse et tout mignon, et que vous pouvez commander chez tous vos libraires, aux éditions du net. Et sinon, si vous préférez juste lire ce qu'il y a dedans, mais que vous n'êtes pas spécialement attaché à ce que ça soit super beau, mais que par contre je gagne plus de sous, parce que je vous dis les choses franchement, je gagne plus sur cette version-là. Ouais. Vous avez cette version qui est chez thebookedition.com. Voilà, donc qui est un peu moins jolie, un peu moins cher, surtout c'est pour là où je veux aussi revenir. C'est moins cher pour vous et ça me rapporte plus à moi. Donc voilà, je vous ai tout dit. Voilà, mais nonobstant ce fait, voilà, je vous parle de tout ce que je viens de vous dire, plus bien sûr tous les comics, les mangas, les séries, tout ça, et puis voilà. Et on va remercier Univers Geek qui nous a accueillis en son sein, donc pour faire cette merveilleuse émission, et longue vie à Phase S. N'hésitez pas à partager, à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes.
Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir.